Voyage, découvre et explore l'Égypte ancienne. La civilisation égyptienne, une des plus puissantes et des plus fascinantes de tous les temps, s'est développée depuis le 4e millénaire jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Elle est née le long du Nil, le deuxième fleuve le plus long du monde, au nord-est de l'Afrique, sur le territoire de l'Égypte actuelle. Les Égyptiens ont créé un véritable État qui s'est développé parallèlement aux autres civilisations de l'époque comme les Sumériens, les Assyriens et les Babyloniens qui, eux, vivaient le long des rives du Tigre et de l'Euphrate. Les premiers habitats ont été construits le long des rives fertiles du Nil, particulièrement propices à l'agriculture. C'est exactement sur ces terres que l'histoire de l'Égypte ancienne débute vers 3500 avant Jésus-Christ. À partir de là, le nombre de personnes vivant et travaillant sur ce territoire ne cessera d'augmenter. En l'espace de 1000 ans, un vaste empire va se créer avec un unique chef à sa tête, le pharaon. Nous connaissons l'Égypte ancienne grâce aux fouilles et aux recherches conduites par les archéologues et les égyptologues. L'égyptologie est la discipline qui étudie tous les aspects de cette civilisation antique, comme la littérature, l'histoire, l'économie, la religion, etc. Les premières recherches datent de la fin du XVIIIe siècle, quand les archéologues prennent conscience de l'importance considérable de la civilisation égyptienne. Les fouilles qu'ils vont entreprendre vont dévoiler de très nombreuses merveilles. Le saviez-vous d'où vient le nom Égypte ? C'est le poète grec Homère qui s'est servi le premier du nom Aegyptos. Ce mot était la version grecque de Ikupta, terme babylonien pour désigner le temple égyptien du dieu Ptah dans la ville de Memphis. Les Égyptiens, eux, appellent Kémet, la terre noire, la vallée des bords du Nil en référence à sa terre sombre et fertile, et ils appelaient Teshret, la terre rouge, la région désertique et éloignée du fleuve. Un peu d'histoire. Le royaume d'Égypte est né en 3300 ans avant Jésus-Christ. Au début, il était divisé en plusieurs provinces appelées nomes, chacune dirigée par un chef. Ces provinces, souvent en guerre, les unes contre les autres, ont créé des alliances. En l'espace de quelques siècles, deux grands royaumes se sont formés, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. La Basse-Égypte correspondait au nord du pays, là où se forme le delta du Nil. Elle était gouvernée par un roi avec une couronne rouge. La Haute-Égypte occupait le sud du pays et son roi portait une couronne blanche. En 3000 ans avant Jésus-Christ, les deux royaumes se sont réunis pour ne former plus qu'un grand empire avec une unique capitale, Memphis, et un seul chef, le pharaon. Celui-ci portait une couronne rouge et blanche, la combinaison des couronnes de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte. L'histoire de l'Égypte ancienne se divise en trois périodes, l'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. De l'Ancien Empire jusqu'au Moyen Empire, c'est une période marquée par des famines, des inondations et des émeutes à la suite desquelles la capitale est transférée à Thèbes, plus au sud. La période du Moyen Empire jusqu'au Nouvel Empire est aussi marquée par des difficultés comme l'invasion des Hyksos, une tribu asiatique. C'est durant le Nouvel Empire, une fois les difficultés surmontées, que vont régner quelques-uns des plus célèbres pharaons. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Empire égyptien est envahi par les Perses, suit la domination des Grecs et pour finir, celle des Romains à partir de 31 avant Jésus-Christ. L'Empire égyptien perd alors son indépendance pour n'être plus qu'une province au service de Rome. Le saviez-vous que la célèbre Cléopâtre est la principale protagoniste des dernières années de l'Empire égyptien ? Reine d'Égypte, à la tête d'une puissante armée, elle était particulièrement redoutée par les Romains. Mais Cléopâtre était si séduisante que deux d'entre eux en sont tombés amoureux, Jules César et Marc-Antoine. Vaincue militairement, incapable de défendre l'Égypte de l'invasion romaine organisée par Octave, elle choisit la mort, en s'offrant à la morsure d'un serpent venimeux. Sans le Nil, la civilisation égyptienne n'aurait pas pu voir le jour. Ce sont les terres fertiles, le long de ses rives, qui ont permis le développement de l'agriculture et qui ont permis de nourrir une société très évoluée, au milieu du désert. Le Nil est le deuxième plus long fleuve du monde, après l'Amazone. Il mesure plus de 6600 km. Il prend naissance au cœur de l'Afrique, fusionne avec de nombreux affluents et se jette dans la Méditerranée. Les terres qui bordent le Nil sont très fertiles parce que chaque année,
De juin à septembre, il pleut beaucoup à sa source, ce qui provoque en aval des inondations. Les terres inondées se couvrent de limon, un engrais naturel qui favorise la végétation et l'agriculture. On y cultivait surtout le blé et l'orge, mais aussi des fruits et des légumes. Les Égyptiens faisaient jusqu'à 3 récoltes par an. Les terres étaient cultivées par les paysans qui sont passés la charge de père en fils, mais c'est toujours le pharaon qui en restait propriétaire. Les paysans construisaient aussi des barrages et des canaux pour maîtriser le fleuve. Les Égyptiens ne voyaient jamais les pluies d'été qui tombaient à des milliers de kilomètres plus au sud, à la source du fleuve. Ils croyaient que les inondations étaient la volonté d'une divinité nommée Hapi. C'est pourquoi le Nil était un fleuve sacré. La société égyptienne était structurée comme une pyramide. En haut, les personnes les plus importantes, en dessous, les paysans et les artisans, et tout en bas, les esclaves, des hommes et des femmes privés de liberté. Le pharaon se trouvait tout en haut de cette pyramide. Il était considéré comme un dieu et gouvernait l'Égypte entière. Commandant en chef des armées, c'était aussi un grand prêtre. Le vizir, c'était un haut fonctionnaire qui contrôlait tous les ministres et leurs collaborateurs. C'était l'homme le plus puissant après le pharaon. Les scribes, ils connaissaient l'écriture égyptienne mieux que personne, et ils avaient diverses tâches. Ils écrivaient les lois, collectaient les impôts, mesuraient les champs et recensaient la population. Les hauts fonctionnaires, la caste des riches, conseillaient, aidaient le pharaon à prendre des décisions et à diriger le pays. Ils étaient souvent de la famille du pharaon. Il y a aussi les prêtres. La religion était très importante pour les Égyptiens. C'est pourquoi les prêtres étaient très respectés et très riches. Les artisans et les paysans représentaient plus de 90% de la population. Menuisiers, embaumeurs, marchands et paysans n'étaient pas riches, mais ils étaient libres. Et enfin les esclaves. Prisonniers de guerre ou personnes condamnées, ils servaient les castes supérieures et n'étaient pas libres. Cependant, il pouvait arriver qu'un maître libère ses esclaves les plus fidèles. Le pharaon était le roi d'Égypte. Il était considéré à la fois comme un dieu et comme un homme par les Égyptiens. Le souverain était le fils de Ré et l'incarnation du dieu Horus. C'est ainsi que le pharaon était l'unique intermédiaire entre les hommes et le ciel. Grâce à ses pouvoirs divins, il faisait en sorte que les choses aillent comme il faut. En plus de son statut de grand prêtre, il gouvernait le pays avec de nombreuses responsabilités comme la direction de l'armée, la gestion des tribunaux et des richesses de l'État et l'organisation du travail des fonctionnaires et des employés. C'était un homme très occupé. Son diadème était une couronne rouge et blanche, symbole du pays unifié. Sur sa tête, il y avait souvent l'Uraüs, un cobra femelle dressé qui représentait l'œil du dieu Amon-Ré. Le pharaon était représenté avec une barbe postiche recourbée, fixée au menton par un adhésif. Un faucon, symbole du dieu Horus, était perché sur son épaule. Il tenait aussi un bâton courbé et un petit fouet. La queue d'un animal, un chien ou un taureau, était attachée à la ceinture de son pagne. Le saviez-vous? Il n'y a eu que très peu de reines en Égypte. Hatshepsut, la première d'entre elles, portait des vêtements masculins pour ne pas bouleverser les traditions. Elle aussi arborait la barbe destinée au pharaon. Cependant, sur beaucoup d'inscriptions, il est marqué « elle » pour se souvenir que le souverain était quand même une femme. Les Égyptiens écrivaient avec des hiéroglyphes. Cette écriture est née il y a plus de 5000 ans. Un véritable record. C'est un archéologue français, Jean-François Champollion, qui l'a déchiffré en 1822 en étudiant la pierre de Rosette, une stèle gravée portant 3 versions d'un même texte. Les hiéroglyphes ne sont pas des lettres, ce sont des dessins qui correspondent à des objets, des actions, des animaux, des sons ou des idées. Seules quelques-unes d'entre eux représentent des lettres. C'est une écriture très complexe parce qu'elle est formée de centaines de symboles colorés aux significations variées. C'est pour cette raison que seules quelques rares personnes savaient écrire. Les meilleurs d'entre eux pouvaient devenir scribes et faire partie d'une classe sociale très élevée. Les Égyptiens écrivaient sur des feuilles de papyrus. On taillait des bandes de plantes qu'on superposait en différentes couches. Après avoir pressé et encollé les couches, les feuilles étaient réunies pour créer des rouleaux. On écrivait avec un roseau trempé dans une encre faite d'un mélange d'eau, de pois et de charbon. Une éponge humide servait de gomme pour effacer les erreurs. Les Égyptiens étaient polythéistes, ils adoraient plusieurs dieux. Ceux-ci étaient représentés sous divers aspects.
comme des êtres humains, comme des animaux ou comme des êtres humains avec des têtes d'animaux. Ré, dieu du soleil, était le plus important. Le pharaon était considéré comme son fils. Osiris était le dieu de la mort, de la résurrection et de l'agriculture. Il était représenté avec la peau verte, couleur de la végétation dont il était le protecteur. Isis était la femme d'Osiris et la mère d'Horus. C'était la protectrice des mers et la déesse de la médecine. La lune était son symbole. Horus avait la tête d'un faucon et était le dieu du pharaon. Les amulettes à son effigie éloignaient le mal. Anubis, avec son corps d'homme et sa tête de chacal, était le seigneur de la mort. Selon le livre des morts, le texte sacré le plus important de l'Égypte ancienne, Anubis apportait l'âme des défunts devant les dieux. Les Égyptiens croyaient qu'il y avait une vie dans l'au-delà, mais l'âme, appelée Ka, devait réussir une série d'épreuves difficiles pour l'atteindre. L'âme devait traverser une rivière, combattre des démons et des serpents, et pour finir être jugée devant un tribunal divin. Anubis plaçait sur le plateau d'une balance le cœur du défunt et sur l'autre plateau une plume. Seuls ceux qui avaient le cœur bon, plus léger que la plume, étaient dignes de la vie éternelle. Les animaux sacrés. Toutes les divinités égyptiennes étaient représentées par un animal sacré. Le faucon pour Horus, la vache pour la déesse Hathor, etc. Certains animaux étaient ainsi vénérés comme des dieux. Les chats étaient les plus importants, ils étaient tellement sacrés que si l'un d'entre eux venait à être tué accidentellement, le responsable était condamné à mort. On a trouvé dans un tombeau 17 squelettes de chats, et chacun d'eux avait, pour sa survie dans l'au-delà, une gamelle pour le lait, ainsi que des souris momifiées. Les momies. Pour les Égyptiens, après la mort, l'âme des défunts était destinée à une nouvelle vie. Cependant, pour atteindre le royaume des morts, il fallait que le corps arrive intact au moment du jugement divin. Les Égyptiens avaient donc développé une technique d'embaumement pour conserver le plus longtemps possible le corps des morts. D'abord, le corps était vidé de son foie, ses poumons et ses intestins que l'on plaçait dans un bocal nommé canope. Puis, le corps était soigneusement lavé, couvert de différents sels, notamment le natron provenant d'Égypte, et on le laissait sécher pendant 40 jours. C'est le sel qui absorbait l'humidité. Ensuite, les embaumeurs remplissaient le cadavre d'herbes aromatiques et l'enduisaient de vin, d'huile et de résine. Enfin, le cadavre était étroitement sanglé dans des bandelettes de lin et recouvert de bitume. L'embaumement était très compliqué et très cher. Seuls les riches, et évidemment les pharaons, pouvaient se le permettre. Si la momie était celle d'un pharaon, on plaçait sur son visage un masque très précieux, le plus souvent en or avec des pierres précieuses. Puis la momie était mise à l'intérieur de plusieurs sarcophages encastrés les uns dans les autres comme des poupées russes. Les sarcophages étaient recouverts de hiéroglyphes se référant au livre des morts. À l'intérieur, on mettait également des amulettes porte-bonheur, des bijoux et tout autour un ensemble d'objets utiles aux défunts pour son voyage dans l'au-delà. Les pyramides égyptiennes sont parmi les plus grands monuments jamais édifiés par l'homme. La pyramide de Khéops, la plus haute d'Égypte, mesure 150 mètres de haut. Sa base est grande comme 8 terrains de football. C'est la seule des 7 merveilles du monde à être toujours intacte. Les pyramides sont des monuments funéraires. Elles sont bâties au-dessus des tombeaux des pharaons, là où on déposait le sarcophage contenant le corps du souverain entouré de son équipement. Puisque l'âme devait continuer à vivre après la mort, on plaçait dans le tombeau de nombreux objets de la vie quotidienne, de la nourriture, du mobilier, des vêtements, des armes, mais aussi des bijoux fastueux, des instruments de musique, des amulettes et tant d'autres choses encore. Les pyramides étaient faites de plusieurs millions d'énormes blocs de pierre pesant des dizaines de tonnes chacun. Les pierres étaient transportées par les milliers d'esclaves au service du pharaon. Ils utilisaient des traîneaux pour déplacer les blocs et des rampes pour les soulever. Plus de 20 années de dur labeur étaient nécessaires pour construire une pyramide. La pyramide était construite de telle sorte qu'une fois scellée, plus personne ne pouvait y pénétrer. Il fallait la protéger des voleurs qui avaient souvent essayé de s'emparer des précieux objets du mobilier funéraire. À l'intérieur, il y avait un véritable labyrinthe composé de galeries, de passages secrets, de couloirs, de trappes et de pièges. On dit qu'une fois construite, achevée, on se débarrassait de l'architecte. On le tuait pour qu'il ne révèle pas la position exacte de la sépulture. Les pyramides les plus célèbres sont celles des pharaons Khéops, Képhren et Mykérinos.
sur la plaine de Gizeh, juste à côté du Caire. Près des 3 célèbres pyramides de Gizeh, il y a un extraordinaire monument, le Sphinx. Il représente un lion à tête humaine. À la place de la crinière, il porte la coiffe royale, une sorte de capuche, avec 2 bords qui descendent sur sa poitrine. Le visage du Sphinx est celui du pharaon Khéphren. À l'origine, le Sphinx portait la barbe de cérémonie, aujourd'hui disparue. Le Sphinx est long de 73 mètres, 1,5 fois la longueur d'une piscine olympique. Des pattes jusqu'au sommet du crâne, il mesure 20 mètres de hauteur, un véritable colosse. Depuis toujours, le Sphinx est l'objet de mystères et de théories, digne d'un roman de science-fiction. Une de ces théories, entretenue par plusieurs légendes populaires, raconte qu'il referme des passages secrets, l'hypothèse selon laquelle le monument cache des pièces secrètes n'a jamais été démontrée, mais de récentes fouilles ont révélé l'existence d'un réseau dense de galeries. Pour certains, sous le Sphinx, il y aurait une importante bibliothèque enfouie qui renfermerait les secrets de l'histoire de l'Atlantide, le continent disparu. On a souvent mis en doute le véritable âge du Sphinx. Certains géologues pensent qu'il aurait presque 12 000 ans. En fait, il est plus probable qu'il en ait 4 500. Aujourd'hui, le Sphinx n'a plus de nez. Sa perte remonte certainement du XVe siècle, probablement due aux Mamelouks, les soldats turcs qui ont pris possession de l'Égypte. Mais il y a différentes théories pour expliquer cette disparition. Au palais royal, la journée d'un roi égyptien était organisée selon un cérémonial bien strict. Le réveil du roi était un moment important. Le pharaon, soucieux de son aspect physique, se confiait aux mains expertes du coiffeur et de la manucure. Dans la matinée, il offrait un sacrifice et écoutait les prières du grand prêtre. Au palais, pendant la journée, il recevait aussi les délégations étrangères assis sur son trône et entouré par une foule de fonctionnaires, de scribes et de prêtres. Par contre, de retour de la guerre, le pharaon aimait se distraire dans son palais et se divertir en famille. En plus d'être la maison du pharaon, le palais royal abritait les archives du royaume et les trésors royaux. On ne connaissait pas la monnaie, les impôts se réglaient en blé et en orge directement au palais. Il y avait tellement de serviteurs de toutes sortes au palais royal qu'il y avait même un gardien de l'habitat royal et un gardien des perruques royales. Dans l'Égypte ancienne, il y avait beaucoup de temples de culte qui étaient considérés comme les foyers des dieux. Généralement, ils étaient orientés vers l'est, là où le soleil se lève. Par contre, les temples funéraires dédiés aux pharaons étaient orientés vers l'ouest, vers le soleil couchant. La vallée des rois abrite les tombeaux des pharaons et a servi de cimetière pendant plus de 500 ans. Le complexe entièrement creusé dans les parois de pierre d'une vallée s'étend sur 1 kilomètre. Le saviez-vous, le temple d'Abou Simbel, complexe construit par le pharaon Ramsès II, a une histoire peu commune. En 1960, on a commencé à creuser le barrage d'Aswan, mais le projet risquait de mettre en danger le temple. Pour le mettre à l'abri, il a été décidé de le déplacer pierre par pierre, à environ 200 mètres de là et à 65 mètres de plus de hauteur. Il a fallu 4 ans et 2000 ouvriers pour réaliser ce chantier. Les Égyptiens vivaient dans des maisons construites en boue et en roseaux. Au début, les roseaux étaient liés et fixés avec de la boue. Ensuite sont apparues de véritables briques de boue séchées au soleil. Les enfants étaient à l'école depuis l'aube jusqu'à midi. Le maître leur enseignait les mathématiques et la calligraphie. Pendant la leçon, il y avait des exercices de dictée, de copie et de mémoration des hiéroglyphes. Les enfants étudiaient à l'air libre, assis sur des nattes, et ils écrivaient avec des roseaux ou des pinceaux sur des morceaux de terre cuite. Les élèves les plus studieux, ceux qui écrivaient très bien, pouvaient devenir fonctionnaires, scribes ou hauts fonctionnaires, des personnes vraiment importantes. Les hommes égyptiens pouvaient épouser plusieurs femmes. En revanche, les mariages étaient arrangés. C'étaient les parents qui choisissaient les conjoints pour leurs enfants. Chaque femme faisait 6 ou 7 enfants, de sorte que les familles étaient très nombreuses. Les fils aidaient le père pour les travaux des champs. Les femmes se chargeaient des enfants et de la maison. Quelques femmes travaillaient comme prêtresses, danseuses, tisseuses et géraient leurs affaires comme des hommes. Les gens ordinaires, les paysans, travaillaient toute la journée au champ. Pour leur temps libre, ils pêchaient, chassaient ou pratiquaient des activités sportives. Les enfants, par exemple, jouaient avec des balles de cuir, rembourraient avec du grain, avec des poupées et des figurines, avec des toupies sculptées ou encore avec des jeux de société rudimentaires. Les plus riches, eux, à part la chasse, organisaient de grands banquets où défilaient acrobates, jongleurs, musiciens et danseuses. Le régime alimentaire des Égyptiens était à base de pain non levé.
Sur les rives du Nil, ils cultivaient du blé et de l'orge. À la maison, les femmes broyaient les céréales dans des meules en pierre. La levure n'était pas connue, et pour faire lever la pâte du pain, on utilisait les restes de la pâte de la veille. Le pain était cuit dans le four du foyer ou sur une dalle de pierre incandescente. À part le pain, les Égyptiens mangeaient surtout des fruits et des légumes. Dans les potagers, ils cultivaient de la salade, des oignons, des poireaux, de l'ail, des concombres et surtout des pois chiches, des haricots et des lentilles. Ils mangeaient aussi beaucoup de fruits, comme le melon, les figues, la grenade, les amandes et les dattes. Ils cuisinaient aussi beaucoup de poissons pêchés dans le Nil, et pour compléter leur alimentation, ils chassaient toutes sortes de volatiles, pigeons, canards, oies, grues et autres oiseaux des rivières. Les riches, eux, s'offraient des dîners et des banquets de luxe, viande d'oie, gibier, poissons du Nil, pain au miel et aux raisins secs. Ils buvaient aussi du vin qui pouvait être aromatisé avec divers ingrédients pour modifier son goût et son taux d'alcool. Les Égyptiens ont inventé la bière. Pour sa fabrication, ils préparaient des pains d'orge qu'ils retiraient du four avant qu'ils ne soient entièrement cuits. Ensuite, ils les arrosaient de liqueur de dattes et les laissaient fermenter. Enfin, ils les pressaient et filtraient le liquide à travers un tamis. Ainsi, ils obtenaient une bière légère qu'ils conservaient dans des jarres soigneusement fermées. Pour sucrer les aliments, les Égyptiens prenaient du miel. Mais le miel était une denrée précieuse, presque sacrée. Les abeilles étaient associées aux dieux et sur les hiéroglyphes, elles symbolisent la souveraineté de la Basse-Égypte. Le miel était aussi utilisé en médecine pour cicatriser les blessures, soigner les maladies des yeux et pour la préparation des crèmes de beauté. La mode au temps de l'Égypte ancienne était surtout influencée par le climat très chaud. Les Égyptiens portaient des vêtements indispensables, très légers. La tenue masculine, de base, consistait en une simple cache-sexe en lin pour les pharaons, en cuir ou en feuilles tissées pour les militaires et le peuple. Par-dessus, les hommes enfilaient un pagne fermé à la taille par une ceinture. Ils restaient torse nu. Les t-shirts n'existaient pas encore. Les femmes aussi portaient un cache-sexe, mais le corps entier était couvert par une longue robe plissée, très légère, presque transparente, appelée calaziris. Aux pieds, elles portaient des sandales de papyrus ou de cuir avec la pointe recourbée. Comme les femmes, les hommes se maquillaient les yeux, les joues et la bouche. Ils portaient aussi de fausses barbes et faisaient grand usage d'huile parfumée et d'onguents. Généralement, les hommes se rasaient entièrement la tête pour des questions d'hygiène. Ils portaient alors des perruques faites de cheveux humains sur lesquels ils posaient un cône parfumé qui, avec la chaleur, fondait sur les cheveux en libérant un parfum agréable. Les articles de toilette étaient conservés dans des petits pots à l'intérieur d'un coffret décoré, flacons de parfum, onguents, peignes, épingles à cheveux, bâtonnets de maquillage, miroirs, etc. Bref, l'ancêtre du beauty case moderne. Les hommes et les femmes les plus riches se paraient de nombreux bijoux, souvent en or et incrustés de pierres colorées. Le lapis lazuli et la cornaline étaient des pierres particulièrement appréciées. Le bijou le plus courant était un collier composé de plusieurs rangs de perles, d'une chaînette en or et de pendentifs de pierres précieuses. En plus de bracelets de toutes sortes, il portait aussi des bagues. Les plus aisés avaient des bagues avec un sceau sur lequel apparaissait le nom de son propriétaire et une formule porte-bonheur. La société égyptienne était très évoluée. Ils avaient des connaissances approfondies en mathématiques, en astronomie, en médecine et ils cultivaient les arts comme la littérature et la musique. On a découvert une inscription de l'Ancien Empire qui recense des prises de guerre grâce à un système de numérotation qui sera ensuite utilisé tout au long de l'histoire égyptienne. Les mathématiques sont nées. En Égypte, on mesurait régulièrement le niveau du Nil et on appliquait des principes de géométrie pour construire les pyramides en utilisant des cordes pour les longueurs, les hauteurs et l'aplomb. Les Égyptiens connaissaient bien les phénomènes du ciel, qu'ils considéraient comme des signes divins. Les prêtres des temples observaient les étoiles, les conjonctions des planètes et du soleil et les différentes phases de la lune. Les Égyptiens avaient aussi leur propre calendrier basé sur les phases lunaires qui divisaient l'année en 3 périodes de 4 mois. Il y avait aussi de véritables médecins. Les premiers livres de médecine remontent à 3000 ans avant notre ère. Ils utilisaient différentes plantes médicinales, le miel pour cicatriser les blessures et une variété d'onguents pour soigner les brûlures, les ecchymoses, les maladies oculaires et les maladies dues aux parasites. Ils pratiquaient aussi une chirurgie rudimentaire. Ils réparaient les fractures
les entorses, il pouvait aussi trépaner un crâne pour soulager les maux de tête. La musique était essentielle pour les Égyptiens. Une légende raconte que c'est le dieu Thoth qui l'a offerte aux hommes. Les Égyptiens jouaient de nombreux instruments, la flûte, le tambour, la crécelle, la trompette, mais surtout le sistre, l'instrument sacré de la déesse Isis. La musique était souvent accompagnée de danses destinées à animer les banquets, mais aussi pour favoriser la chance. Le 4 novembre 1922, l'archéologue Howard Carter découvre dans la vallée des rois, à Luxor, la première marche d'une tombe souterraine encore scellée. C'est la chambre funéraire du pharaon Toutankhamon. C'est une découverte exceptionnelle. À travers un tout petit trou dans la porte, Carter aperçoit des coffres précieux, un trône en or, des vases d'albâtre, des têtes étranges d'animaux en or, 2 statues avec des tabliers et des sandales en or. Les petites chambres latérales sont pleines à ras-bord d'objets précieux de toutes sortes. Mais la surprise la plus étonnante sera la découverte du sarcophage de la momie du pharaon, un coffre entièrement plaqué d'or, avec des panneaux incrustés de faïence bleue et marqués de signes magiques. La momie parfaitement conservée porte un masque en or pur qui reproduit le visage du jeune pharaon. Les yeux sont faits d'aragonite et d'obsidienne, tandis que les paupières et les sourcils sont en lapis lazuli. C'est avec cette découverte que va débuter la légende de la malédiction de Toutankhamon. L'âme du pharaon punira de mort tous ceux qui violeront sa sépulture.